Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour un nouveau point lecture avec cette fois 5 titres à vous présenter. Certains des titres sont déjà en vente sur la boutique Presse, donc je vous insérerai des petites vignettes ici. Donc on commence avec Oniria, le tome 2 de BF Paris, publié chez Hachette, que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn du blog Se Marie Books et Sylvie du compte Instagram et du blog On Bookin. Donc je dois dire que j'étais pas spécialement très emballée de replonger dans l'univers d'Oniria puisque j'avais été assez mitigée pour ne pas dire déçue du tome 1. Mais bon, ayant 3 tomes dans ma pile à lire, je m'étais dit que j'allais quand même lui laisser sa chance. Donc on l'a sorti. Et malheureusement, ça l'a une fois de plus pas fait avec moi. Donc dans ce tome 2, on retrouve Elliot, on retrouve le royaume des rêves, donc Oniria. On en découvre un petit peu plus sur les cauchemars, sur des règles qui régissent Oniria. On en découvre aussi un peu plus sur la grand-mère d'Elliot. Donc sur ça, c'est quand même assez sympathique. Maintenant, je lui reproche exactement la même chose qu'au tome 1. C'est on se concentre beaucoup sur l'univers et encore une fois, l'intrigue passe au second plan. Ça a déjà été le cas dans le tome 1. C'est-à-dire que là, je sais plus, peut-être 330 pages. J'ai passé 290 pages à m'ennuyer ferme et 40 pages d'action à la fin. Et ce procédé m'ennuie fortement. Je ne lis pas un livre de 300 pages, pour encore moins quand c'est des suites, pour m'ennuyer, allez, on va dire à, je sais pas, plus de 70% du livre, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin qu'il se passe beaucoup de choses, j'ai besoin qu'on avance dans l'intrigue. Après, beaucoup de choses, ça ne veut pas dire beaucoup d'actions à proprement parler. Ça peut être simplement des révélations, ça peut être des liens qui se tissent entre des personnages et qui servent l'intrigue en elle-même, mais j'ai besoin que l'intrigue bouge. Dans le tome 1, Elliot fait la connaissance d'Oniria pour tenter de sauver son père. On est à la fin du tome 2, donc environ 650-700 pages plus loin du début, et on ne sait toujours pas s'il a une chance, oui ou non, de sauver son père. Donc en fait, je m'attendais à ce que on ait quand même des réponses, quitte à basculer sur une autre intrigue ou secondaire ou principale. Mais en gros, s'il faut lire les 4 tomes de plus de 300 pages chacun pour savoir si oui ou non il sauvera son père, non, très peu pour moi. Donc je sais que cette saga a beaucoup été adulée, elle a été adorée, il y a de nombreux coups de cœur dessus. Malheureusement, moi je m'ennuie beaucoup trop pour avoir envie de poursuivre. Et même si je suis attachée à certains personnages, ça compense pas le fait que l'intrigue fait du surplace, qu'on a beaucoup de blabla pour au final pas grand chose. Donc voilà. Alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, d'ailleurs si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire pourquoi il vous a plu à vous. Si comme moi vous n'avez pas aimé, dites-moi si c'est pour les mêmes raisons ou pour d'autres raisons. Ensuite avec Sylvie, on a enchaîné avec Percy Jackson, le tome 2, La Mère des monstres de Rick Riordan chez Albin Michel Wyss. Donc ce tome 2 est quand même meilleur que le tome 1, je le reconnais volontiers. Il se passe plus de choses dedans. On en apprend beaucoup plus, on fait des découvertes assez particulières que j'avais pas spécialement soupçonnées. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, comme pour Oniria, le tome 2, Percy Jackson s'arrêtera pour moi avec le tome 2. Et j'ai décidé de revendre la saga au complet. D'ailleurs, à l'heure actuelle, elle est toujours sur la boutique. Donc, si ça vous intéresse, c'est la série en grand format. Voilà, je ne l'ai vraiment pas mis cher, mais si ça peut faire plaisir à quelqu'un, n'hésitez pas. Disons qu'il y a un personnage dans ce tome 2 qui a suscité mon intérêt au point où j'aimerais savoir ce qui lui arrive. Mais déjà, ce n'est pas Percy Jackson. Donc voilà, c'est un personnage secondaire que je ne suis pas sûre qu'on retrouve dans les prochains tomes. Ou en tout cas, pas dans le troisième. Et que je ne me boufferai pas 3 tomes supplémentaires juste pour avoir la réponse à cette question. Au pire des cas, je demanderai à quelqu'un qui l'a lu quel est le sort réservé à ce personnage en particulier, et ça ira très bien aussi. J'avais envie que le côté mythologique soit beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus prononcé, parce que on nous parle quand même de Percy Jackson, qui est quand même le fils d'un dieu et d'une humaine, et au final, les dieux et les déesses, on ne les voit quasiment jamais. Alors oui, il rencontre des créatures issues de la mythologie, mais c'est le seul aspect mythologique de cette série en fait. Je m'attendais à ce qu'on soit vraiment beaucoup dans l'aspect mythologique,
et qu'on laisse le monde des humains de côté. Or, Percy et ses camarades passent plus de temps dans le monde des humains qu'ailleurs. C'est pas ce pourquoi je m'étais procuré la série, c'est pas ce que j'en attendais, et donc forcément j'en ressors plutôt déçue. Voilà, après c'était peut-être moi qui m'attendais à autre chose. Enfin oui, clairement je m'attendais à autre chose. Et c'est peut-être ça qui fait que ça ne le fait pas avec moi, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une série que je n'ai absolument pas envie de poursuivre malheureusement, et donc je m'arrête là. Ensuite, une fin de série avec Marilyn du blog Summary Books et Lilian de la chaîne, du compte Instagram et du blog The Book of Lilian. Nous avons lu le tome 3 du Secret de l'inventeur de Andrea Kremer chez Lumen. Donc dans ce livre, on retrouve Charlotte, Jack, Co, Megan, Pip, on a Ash, et j'ai oublié le nom des autres personnages. On les retrouve après les événements qui ont clôturé le tome 2, et je dois dire que je me suis replongée dedans avec un énorme plaisir. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette série. Si vous avez vu mes points lecture précédents, vous avez dû vous en rendre compte. C'est vraiment une série, alors c'est une série steampunk, c'est une série qui m'a également beaucoup plu. J'ai aimé la façon dont l'auteur construit son monde, la façon dont elle a construit son intrigue, le fait que... Alors il y a certaines choses que moi j'avais compris, j'avais deviné en tout cas, et sur certains personnages, et d'autres pour lesquels j'ai été totalement surprise. C'est-à-dire que dans le tome 2, je soupçonnais quelqu'un d'être bien moins sympathique et bien moins mignon que ce qu'il laissait supposer. Et comment vous dire que ce tome 3 m'a donné raison, mais alors en puissance, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant, on va dire. Maintenant, je suis quand même satisfaite de ce tome, je suis satisfaite de cette conclusion sur laquelle je n'ai pas eu que de bons retours. Je sais que certaines personnes ont été déçues de cette fin. Moi, je la trouve parfaite. Je vois pas comment l'auteur aurait pu finir autrement au vu de ce qui se passe dans les 2 premiers tomes. Pour moi, c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait logique. Et j'ai adoré retrouver les personnages dans cet ultime tome et découvrir le fin mot de l'histoire. Je dois dire que j'étais un petit peu triste de quitter les personnages quand même, parce que je me suis habituée à eux, je me suis attachée à eux, pour la plupart, hein, parce qu'il y en a certains qui... j'aurais bien remis les idées en place, on va dire ça comme ça. C'est la première fois que je lisais une trilogie autant axée sur le steampunk. J'en avais vu des petites notions dans un autre livre, donc section 13 de Jack R. Hannibal de mémoire chez Flammarion Jeunesse, qui l'aborde un petit peu mais moins que là. Là c'est vraiment steampunk de A à Z et j'ai vraiment apprécié cet univers. Donc je me laisserai sans doute tenter par d'autres titres de steampunk dans les prochains mois. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas cette série ou que vous avez longuement hésité, je vous recommande chaudement de la découvrir parce qu'elle vaut vraiment le détour. Ensuite, je vais vous parler d'une autre lecture commune faite avec Nat du blog Les Passions d'Heidi. Il s'agit de William Wenton, le tome 1, Le Casseur de Codes, de Bobby Pierce chez PKJ. Donc ici, on est sur un livre plus jeunesse que young adulte puisque le héros a... il a 12-13 ans je crois. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Enfin c'est pas un ado de 15-16 ans. Il doit avoir 12 ou 13 ans de mémoire. Donc il s'appelle William. 8 ans plus tôt ils ont dû fuir l'Angleterre avec ses parents. Son grand-père a disparu depuis sans qu'il n'ait la moindre nouvelle. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas s'il est toujours vivant. La seule chose qu'on sait, c'est qu'eux ont dû fuir pour leur protection et que toute la collection de livres de son grand-père est entre leurs mains, et surtout entre les mains de William, qui va avoir une passion dévorante pour ces livres, pour tout ce qui est les codes, puisque son grand-père était ce qu'on appelle communément un casseur de codes, donc un cryptologue. Oui, ça doit être ça, un cryptologue. J'ai eu un doute sur le mot, désolé. Voilà, et William doit se faire discret, il doit éviter de se faire remarquer. Et malheureusement, une exposition avec un cryptogramme que jusque-là personne n'a jamais réussi à décrypter va arriver dans sa ville. Et il voulait juste voir ce code de plus près pour essayer de voir si lui il aurait une solution pour résoudre ce mystère. Et malheureusement, il va être pris à partie dans le public et on va lui proposer d'essayer de casser le code.
alors que des personnes avec un QI bien au-dessus de la moyenne ont échoué juste avant lui. William va réussir. Et pour le côté discrétion, du coup, on repassera. William et ses parents vont être menacés, ils vont devoir faire face à tout ça, ils vont devoir se protéger. William va apprendre beaucoup de choses du coup sur sa famille, sur son grand-père, sur lui-même. Il va en savoir plus sur qui voudrait lui mettre la main dessus et pour quel motif. Et j'ai vraiment aimé ce premier tome. Je l'ai bouffé en très peu de temps. Alors je sais que Nat est un peu plus mitigée dans le sens où elle aurait aimé qu'on ait plus axé sur le fait de décrypter les codes en eux-mêmes, que ce soit peut-être un petit peu moins simple. Après voilà, le livre fait 250 pages, ça reste un héros qui a 12 ou 13 ans. L'auteur ne s'encombre pas de montagnes de détails, au contraire il va droit à l'essentiel. Ce qui n'est pas plus mal parce que je pense que le lectorat visé n'est pas un lectorat de base adulte ou 16-17 ans. Il est vraiment, je pense, à l'âge du personnage. Donc c'est vrai que si ça avait été peut-être un petit peu plus technique ou un petit peu trop détaillé, ça aurait peut-être désespéré, ça aurait peut-être découragé les jeunes lecteurs qui voudraient se plonger dedans. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Il y a de l'action, il y a des révélations, il y a beaucoup de rebondissements. Tout n'est pas toujours simple. William va frôler la catastrophe à plus d'une reprise. Donc j'ai aimé le fait que l'auteur n'hésite pas à lui mettre des épreuves au travers de sa route, n'hésite pas à provoquer des choses qui vont le blesser physiquement, moralement, peu importe, mais qui ne tombent pas dans la facilité et que tout se déroule pas au final très facilement pour William. William va quand même devoir se battre pour s'en sortir, battre pour découvrir qui il est, se battre pour découvrir ce qui est arrivé à son grand-père. Et voilà, et j'ai aimé l'univers mis en place, j'ai aimé la façon dont agit le personnage de William. J'ai aimé la relation qui unit William et Issia, qui pourtant est une fille de premier abord qu'on n'a pas très envie d'aller enquiquiner, hein, clairement. Mais j'ai aimé le lien d'amitié qui, au fur et à mesure des jours, des semaines, va se lier entre eux. Et j'ai hâte de les retrouver dans une seconde aventure. Le tome 3 vient actuellement de sortir, il y a déjà 4 tomes d'écrits. Et si je ne me trompe pas, c'est le premier tome d'une série de 6. Voilà, donc je les achèterai peut-être pas neufs, parce qu'ils coûtent quand même 15,90 €. Mais voilà, si je les trouve d'occasion, ce sera avec grand plaisir que je me procurerai la suite pour la découvrir, parce que moi j'ai été vraiment enchantée par ce premier tome et j'ai envie d'avancer dans cette histoire. Et le dernier titre que je vais vous présenter dans cette série est un one-shot. C'est un titre contemporain, court, qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Face Nord de Jean-Marie Desfosses, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc au moment où vous verrez ce point lecture, on est mercredi. Et j'ai posté ma chronique écrite donc hier sur la page, donc lundi. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre. Il faut savoir que personnellement, j'adore l'escalade. Bon, aujourd'hui, clairement, vous vous doutez bien qu'avec mon bras, vu que je ne peux pas garder le bras en l'air, ni tirer, ni pousser dessus, forcément, je ne peux plus vraiment en faire. Hein, donc voilà. Et j'ai toujours aimé l'escalade et j'ai toujours aimé découvrir des films et des livres, soit sur l'escalade, soit sur l'alpinisme, qui est quand même quelque part se dépasser soi-même et grimper en hauteur. Après forcément, soit sur paroi artificielle, soit sur paroi rocheuse, soit sur montagne, c'est pas la même chose, j'en ai bien conscience et je suis bien d'accord là-dessus. Mais je n'avais par contre jamais lu un roman qui parlait de l'un ou de l'autre. Donc quand les éditions Flammarion m'ont proposé le catalogue des parutions à venir de mars-avril, pardon, je n'ai pas hésité un seul instant en découvrant le résumé de ce livre. Donc ici on va suivre Eric, Julie et Stéphane, 3 amis qui ont 17 ans, qui pour fêter leur bac, ils ont tous les 3 décidé de partir à l'ascension des Grandes Jorasses, donc près de Chamonix, je ne sais jamais comment on dit, j'en suis désolée. Et voilà, et on va suivre, donc quand on les découvre, ils sont déjà dans leur ascension des Grandes Jorasses. Le récit est très dynamique, tout simplement parce que déjà on a donc la partie présent qui concerne leur ascension, et on a aussi de temps à autre, quand on nous dit quelque chose, un espèce de flashback qui nous renvoie dans le passé. Alors, et on va découvrir comment
ces trois-là qu'au final n'ont peut-être pas spécialement grand-chose en commun si ce n'est leur passion, comment ils se sont rencontrés, comment ils sont devenus amis. Ce qui fait qu'on alterne régulièrement entre les passages. Voilà, le chapitre 1 par exemple, vous avez donc le présent. Huit pages plus loin, c'est 7 ans plus tôt, c'est ça, quand ils se sont rencontrés. Et on alterne vraiment de périodes, on alterne aussi les points de vue des différents personnages. Dans le résumé, on vous dit, entre eux c'est à la vie et à la mort. Lors d'une sortie en montagne, ils sont surpris par un orage. Entre le déchaînement de la nature et celui de la passion, les trois amis sortiront-ils indemnes? Et c'est totalement ça, les trois amis en pleine ascension vont être surpris par un orage et le tonnerre et vont devoir faire face à des changements climatiques. Donc après je vous laisserai découvrir par vous-même ce qu'il en est parce que le livre est quand même très court. Voilà, il fait 160 pages, c'est quand même écrit aéré, c'est écrit assez gros. Mais je trouve qu'il y a un réel dynamisme entre le passé, le présent, le point de vue d'Eric, de Julie, de Stéphane, les différentes actions qui se passent. On pourrait s'attendre à un livre où justement il ne se passe pas grand chose, où c'est assez plat, assez lent, et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, il y a vraiment un dynamisme que moi j'ai beaucoup apprécié dans ce livre. J'ai aimé voir qu'est-ce qui va se passer pour eux. Je me suis pris à croiser et à espérer fortement que les choses s'améliorent pour eux, qu'ils s'en sortent tous les trois. Après, est-ce qu'ils s'en sortent ou pas, ce sera à vous de le découvrir. Mais en tout cas, je suis passée par toute une palette d'émotions. Ce livre a réussi à me faire pleurer pour changer, hein. Je commence à avoir l'habitude. Pourtant, en 160 pages, je trouve que c'était quand même un pari osé de nous proposer ce type d'histoire, sachant qu'il faut que les personnages soient quand même développés pour qu'on ait le temps de s'attacher à eux. Il faut quand même qu'il se passe pas mal de choses pour qu'on reste en apnée et immergé dans ce récit. Et en 160 pages, c'est pas simple. C'est pas simple non plus de raconter une telle histoire sans qu'il y ait des longueurs, sans qu'on s'ennuie à un moment donné ou à un autre. J'avais peur justement que ça manque de développement, que ça manque de sentiments, que ce soit incomplet comme récit par le nombre de pages. Et c'était pour ça que je l'avais demandé, parce que j'avais vraiment hâte de voir comment en aussi peu de pages l'auteur traiterait le sujet. Et pour le coup, je ne suis absolument pas déçue. J'ai vraiment adoré ma lecture. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé. Et voilà, si vous avez envie de découvrir une histoire qui se passe en montagne, d'ascension de grands monts, de pics comme vous voulez, que vous aimez l'escalade, l'alpinisme, ou que vous avez juste envie de découvrir autre chose, je pense que vous pouvez largement vous plonger dans ce roman. Ce livre est à 9 €, donc c'est vraiment un petit prix aussi, et je trouverais dommage de passer à côté parce qu'il vaut le détour. Puis regardez-moi, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, c'est en relief, tout simplement parce que ça représente les éclairs, hein, quand il y a le tonnerre, la foudre, voilà. Et on l'a aussi derrière. Alors derrière, ce sera peut-être plus difficile à vous montrer. Oui, parce que blanc sur blanc. Mais j'ai trouvé que le livre était très bien fait. J'adore la couverture. Vous comprendrez très rapidement le pourquoi du comment du titre. Et ouais, c'est un livre que je vais garder précieusement dans ma pile à lire. Non, plus dans ma pile à lire, vu que je viens de le lire. Dans mes livres lus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande chaudement. Il est sorti la semaine dernière, il y a pile une semaine, si jamais ça vous intéresse. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. Pour une fois, je suis plutôt contente parce que j'ai lu un one-shot, une fin de série. J'en ai commencé une et j'en ai poursuivi deux, dont j'ai pris la décision d'arrêter du coup. Donc je trouve que dans ma résolution de continuer et de finir des sagas, je suis plutôt pas mal cette année, puisque je vais en être à la 6e série terminée en 3 mois. Parce que bon, je ne l'ai pas fini au mois d'avril, hein, la série, donc voilà. J'ai terminé en mars, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Plutôt correct, puisque d'habitude j'arrive à en finir 4 dans l'année, donc bon, on s'améliore avec les années. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si les livres que je vous ai présentés vous intéressent, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, que vous soyez d'accord avec moi ou au contraire pas du tout. Honnêtement, je m'attends à ce que vous soyez pas du tout d'accord avec moi pour Onyria et Percy Jackson, hein, ça va pas être une grande surprise je pense que vous ayez un avis différent. Et si tel est le cas justement, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît dans ces séries. Parce que moi j'ai pas accroché, j'aimerais bien comprendre ce qui vous plaît. Donc n'hésitez surtout pas, je me ferai comme d'habitude une grande joie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.